Open source, IA, commun numérique et souveraineté, les startups d'État relèvent le défi. Bienvenue dans IA Ethic Insider, le podcast qui explore les tensions, les dilemmes et les opportunités d'une intelligence artificielle au service du vivant et du bien commun. Si cette initiative vous aide à voir plus clair dans la jungle de l'IA, pensez à vous abonner, à laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée et à le partager autour de vous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Julie Ripa, intrapreneur au sein de l'État français. Et tu vas nous raconter tout ce que tu fais avec la suite numérique, qui est donc une initiative majeure pour notre autonomie technologique. Et à mes côtés également, Céline Delogère, donc spécialiste en stratégie IA Data, pour nous éclairer sur les challenges techniques et opérationnels liés à l'IA, la data et bien plus encore. Merci et bienvenue à toutes les deux. On va commencer par parler donc de ton parcours et on va découvrir ce monde de l'intrapreneuriat public, qui est un monde fascinant que tu m'as fait découvrir et surtout découvrir l'initiative de la suite numérique. Julie, tu es intrapreneur au sein du gouvernement. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours, de ce qui t'a amené un petit peu à gérer ces missions-là et aussi nous expliquer en quoi ce modèle de l'intrapreneuriat est pertinent pour construire la souveraineté numérique européenne et française, bien sûr. Oui, alors donc moi c'est Julie Ripa. J'ai fait d'abord une école d'ingénieur polytechnique et ensuite j'ai intégré ce qu'on appelle un corps de l'État. Donc je suis haute fonctionnaire, je fais partie du corps de l'INSEE. Et donc dans mes premières années professionnelles, j'ai d'abord travaillé au ministère du Travail et ensuite à la délégation interministérielle à la prévention et à la lutte contre la pauvreté. Donc là, c'était vraiment des missions d'évaluation de politique publique. Et ensuite, j'ai fait un virage assez brutal vers le numérique, où j'ai d'abord rejoint un incubateur d'État. Donc, c'est ce que je vais développer après. L'incubateur de l'ANCT, donc l'Agence nationale de la cohésion des territoires. C'est une agence qui est censée accompagner les collectivités dans leurs projets. Et ensuite, il y a un peu moins de 2 ans, j'ai rejoint la direction interministérielle du numérique, DINUM. Donc, désolée, beaucoup d'acronymes. Et donc, depuis que j'ai rejoint la DINUM, j'ai 2 casquettes. Donc, je suis, ce que tu disais, intrapreneur de CHAP, qui est la messagerie instantanée des agents publics. Et j'ai également une autre casquette. Je fais partie du comité de direction de la suite numérique. Et donc là, j'ai plutôt des tâches stratégiques et puis je m'occupe des ressources humaines et de l'argent, des finances. Donc ce sur quoi j'ai envie d'insister, c'est tout cet écosystème d'incubateurs qu'on peut retrouver dans les ministères et les agences de l'État. On appelle cet écosystème et cette nouvelle manière de concevoir l'action publique, on l'appelle BêtaGouv. Et en fait, c'est incorporer dans l'administration des méthodes start-up, donc l'agilité. Et en fait, quand quelqu'un de l'administration relève un problème sur le terrain, donc un problème pour l'administration ou pour les citoyens, on accompagne cet agent public dans une méthodologie agile pour bien comprendre, identifier son problème. Donc, en général, on lui met un designer dans les pattes, ce qui est assez innovant parce que c'est pas forcément un métier qui était très commun dans l'administration jusqu'à assez récemment. Et ensuite, donc cet agent public est ce qu'on appelle un intrapreneur. Donc, c'est un chef de produit. Il va avoir une petite équipe agile et il va développer une solution numérique pour répondre à son problème. Et ce qui est très innovant aussi, donc au-delà de la méthodologie agile, c'est le fait que tous les 6 mois, on se pose la question de continuer ou non le projet, donc la start-up d'État. On appelle ça une start-up d'État parce que l'idée, c'est pas de faire du profit, il n'y a aucune notion de profit, c'est vraiment d'avoir de l'impact pour l'utilisateur, le citoyen, l'administration. Et donc tous les 6 mois, on se pose la question de est-ce qu'on a de l'impact ? Oui, non. Et on s'autorise à arrêter un projet. Et ça, c'est super innovant dans l'administration. Et je pense que en fait, c'est quelque chose qui est aussi fait dans les grosses entreprises. Mais généralement, quand on a mis des sous sur un projet, on a du mal à se dire « Ah bah non, je vais arrêter, en fait, ça marche pas ».
parce qu'on a déjà engagé des fonds. Donc là, c'est la partie innovante des startups d'État. C'est le go-no-go tous les 6 mois. Ça, c'est un vrai changement culturel, en fait, de procéder comme ça. Mais même en entreprise, peut-être que tu pourras en parler aussi au sein des grandes entreprises, en fait, d'avoir le courage de dire on a engagé des ressources, on s'est battu sur un projet, et en fait, faire le constat de bah non, ça marche pas, on passe à autre chose, on essaie autre chose. Et les Américains, en fait, ça, ils le font très bien. Et nous, en France, on est connus pour pas avoir su agir de cette façon. Et donc, tu es en train d'expliquer que tout ça, finalement, c'est en train de changer au sein du public. Et donc, on le connaît beaucoup dans le paysage des startups, cette façon de procéder, et de plus en plus au sein des grands groupes. Mais c'est quelque chose qui date de quand? Et qu'est-ce qui a insufflé ça, en fait Je dirais que le premier essai de start-up d'État et d'incubateur, c'est autour de 2014-2015. Je n'ai pas forcément la date exacte. Et en fait, il y a eu la création d'un premier incubateur rattaché au service du Premier ministre. Donc, c'est là où je suis actuellement, en fait, la direction interministérielle du numérique. Et c'est un peu la maison mère de tous les incubateurs. Et donc, on a des personnes du privé qui sont venues dans l'administration et qui ont essayé de déployer cette méthode. Et ça a bien marché parce qu'aujourd'hui, on a des incubateurs dans tous les ministères, dans les agences. Et c'est génial, quoi. Hyper intéressant. Est-ce que tu peux nous rappeler un peu les missions de la DINUM, comment vous les avez définies et comment ça a découlé sur la suite numérique Ouais. Donc, la mission principale de la DINUM, c'est élaborer et mettre en œuvre la stratégie numérique de l'État. Et donc, ça passe, entre autres, par accompagner les ministères dans leurs projets numériques et puis opérer des SI souverains. Et la suite numérique, en fait, c'est né à peu près au moment du Covid, où on a des besoins d'outils numériques qui ont émergé. Donc, il y a eu des premières créations d'outils, mais qui étaient vraiment côte à côte. Et puis, en fait, en 2023, là, la DINUM a vraiment affirmé une stratégie d'open source et d'interopérabilité. Et il y a eu l'arrivée de Samuel Pakou à la DINUM, à la tête de la suite numérique qui a été créée à ce moment-là et qui a vraiment lancé la suite numérique. C'est quelqu'un de super d'ailleurs, Samuel. Et donc aujourd'hui, la suite numérique, qu'est-ce que c'est ? C'est un ensemble d'outils bureautiques pour les agents publics qui est censé... donc en fait, on a des outils qui sont simples, qui sont accessibles, qui sont interopérables. Et c'est aussi sous forme de tapas, c'est-à-dire que si un ministère a besoin seulement de 2 outils, il n'est pas obligé d'embarquer une suite complète. Il peut dire, je veux ça, et c'est interopérable. Voilà, et donc ça répond à cette ambition de la DINUM qui est d'avoir un État plus simple et plus efficace. Ce qui est intéressant, et plus souverain. Et ce qui est intéressant, c'est que sur plusieurs outils de la suite, donc plusieurs tapas, on collabore avec d'autres pays européens parce qu'on se rend compte qu'on a les mêmes enjeux en fait de réarmement numérique. Ok. Et donc toi, Céline, est-ce que tu peux te représenter pour les auditeurs qui auraient raté le premier épisode du podcast et nous expliquer un petit peu quelles sont tes activités. Tu es notamment membre de l'Observatoire de l'intelligence artificielle qui travaille sur ces sujets de souveraineté. Et tu as aussi cette vue très opérationnelle sur ce qui se passe auprès des grands groupes et des startups. Donc, est-ce que tu peux nous dire un peu le parallèle que tu vois entre ce qui est en train de s'opérer au sein de l'administration publique et ce que tu as pu voir au sein des startups et de l'innovation sur ces dernières années ? Avec plaisir. Merci pour la question. Donc, moi, je suis entrepreneur dans le privé depuis 2018 sur l'intelligence artificielle et notamment j'ai lancé des softwares qui utilisent l'intelligence artificielle générative et aujourd'hui j'aide les entreprises à développer des briques d'intelligence artificielle notamment via la donnée et la stratégie IA et les nouvelles technologies qui existent. Et effectivement, je fais partie de l'Observatoire de l'intelligence artificielle, qui est un groupe de passionnés de l'intelligence artificielle qui ont pour mission
d'éclairer le débat public sur les enjeux et d'acculturer donc le débat public sur les nouvelles technologies, les décisions à prendre sur ces prochains mois et dès maintenant, et les décisions qui vont nous faire construire le monde de demain. Justement, on travaille sur la souveraineté et les questions les questions européennes. C'est vrai qu'aujourd'hui, le cloud software européen est dépendant de différentes plateformes et solutions et fournisseurs. Et c'est intéressant de faire ce constat-là et de savoir qu'en tant qu'Européens, on a quand même envie de développer des solutions forcément européennes, mais tout en s'inscrivant dans ce contexte international. Donc c'est une étude qu'on est en train de faire à l'Observatoire de l'IA, et c'est un sujet effectivement qui rebondit très bien avec ce que Julie disait sur le projet de la suite numérique au sein de l'État. Donc oui. Et sujet intéressant, c'est vrai que c'est une question en tant que start-up, donc de savoir comment est-ce qu'on fait pour collaborer avec des grands groupes, parce qu'il y a vraiment une différence au niveau de l'agilité, mais aussi de la temporalité. Et le fait de voir ce go-no-go tous les 6 mois au sein même de l'État, c'est un sujet qui qui peut aussi s'appliquer dans le monde des grandes entreprises et des startups. Faut effectivement prendre conscience des temporalités qui sont pas les mêmes. Comment on fait pour collaborer, comment on fait pour mener à bien des projets, et comment on fait pour régulièrement faire des points sur la stratégie et pivoter dans les projets si besoin. Donc c'est une agilité intéressante à explorer aussi. Et surtout, ça change un peu de l'image en fait, qu'on a quand on ne connaît pas de l'extérieur. Ce qu'on disait quand on préparait l'épisode, cette image, parce qu'on ne sait pas toujours ce qui se passe en fait, dans l'administration publique. Et ça casse complètement en fait, cette image qu'on a de la lenteur, où au final, ces concepts-là pourraient être et devraient être réutilisés pour les acteurs du privé qui n'opèrent pas encore de cette façon. Et je pense que ce changement de culture, en fait, il faut qu'il s'opère à toutes les strates du tissu économique pour qu'on puisse vraiment se mettre dans cette dynamique de innovation, souveraineté. Donc, c'est vraiment intéressant de comprendre en plus ce que c'est qu'une start-up d'État. Parce que, comme tu le disais, finalement, vous n'avez pas vraiment les mêmes enjeux financiers. Vous avez cette notion vraiment de contribution, et c'est pour ça que vous adoptez l'open source. Cette recherche de création de biens communs, c'est quelque chose que tu m'as présenté comme étant vraiment cœur dans votre démarche. Et je pense que c'est quelque chose sur lequel on devrait s'appuyer beaucoup plus pour déployer cette stratégie du digital souverain et du digital ouvert. Donc là, on va parler un petit peu de cette notion de souveraineté numérique. Quelle histoire? Est-ce que c'est un sursaut? Est-ce que c'est dans la continuité de ce qui se fait? Donc pour introduire un petit peu tout ça dans la chronologie des événements, en tout cas au sein de l'UE, donc on a en 2012 la circulaire HERO qui introduit ces concepts on favorise en fait l'open source dans les administrations publiques. Et tu nous en parleras un petit peu plus, mais bon, c'est pas encore hyper contraignant, mais on commence à en parler. Après 2013, on a l'affaire Snowden qui commence à nous faire prendre conscience un petit peu des enjeux de souveraineté, mais bon, c'était pas... on est conscient, mais on n'est pas dans l'urgence pour agir. 2015, on commence à harmoniser un petit peu au sein de l'UE en créant le marché unique numérique, où là, on harmonise les règles du numérique autour de la TVA, etc. 2018, on commence à avoir la publication stratégie IA pour l'Europe, la volonté d'investir donc dans l'IA et les données. 2020, donc là, on a la crise du Covid, et donc c'est ce que tu expliquais vraiment, qui a accéléré en fait la genèse des projets tels que la suite numérique, où tout le monde est sur Zoom, on se rend compte en fait qu'on est 100% sur des solutions américaines. On a la vision de la décennie numérique pour l'Europe qui commence à se dessiner.
On a des publications sur les stratégies, avenir numérique de l'Europe, livre blanc sur l'IA, stratégie des données. On commence à faire les ébauches sur des propositions de réglementation, DMA, DSA, cybersécurité. On a l'initiative Gaia X. Donc vraiment, on se rend compte que le Covid, on commence à se dire, OK, les gars, faut faire quelque chose. Donc Gaia X, qui est un projet franco-allemand, et on reparlera de la coopération franco-allemande sur ces sujets-là. Où donc l'idée, c'était de créer une infrastructure des données fédérées, sécurisées et souveraines pour l'Europe. Ensuite, 2020, on commence à avoir la doctrine du cloud au centre. Donc tu pourras nous parler un peu plus pour qu'on comprenne un petit peu quel est le niveau de restriction en fait et quels sont les standards finalement qu'on se donne sur ces sujets-là. Donc, doctrine qui fait en fait du cloud l'hébergement par défaut pour les services numériques d'État et qui impose en fait tout un tas de restrictions avec la nécessité d'être qualifié SecNum Cloud et plein d'autres contraintes en termes de performance, de sécurité et de souveraineté numérique. On a les premières ébauches de l'IA Act. 2023, ça s'accélère. On finalise tout ce qui est réglementation, DMA, DSA, IA Act. Et 2025, on a enfin la formalisation de la filière du numérique au sein du gouvernement français, ce qui est quand même hyper évocateur. Et donc l'entrée du numérique de confiance au sein du ministère, ça avait été initié en 2022 et finalisé en 2025. Et donc, on voit qu'il y a une accélération. Est-ce que toi, tu peux nous parler un petit peu de votre notion à vous et des standards de souveraineté numérique au sein de la DINUM dans un premier temps et dans un second temps, où on en est en fait aujourd'hui sur cette adoption-là, quoi. Ouais. Alors, donc nous, la manière dont on définit la souveraineté numérique au sein de la direction interministérielle du numérique, c'est 1, l'immunité aux lois extraterritoriales et 2, le fait de ne pas être dépendant d'une technologie ou d'un fournisseur. Donc, il y a eu plusieurs textes qui ont un peu cadré la chose, mais je pense que le texte le plus important, c'est la doctrine Cloud au centre, qui a été d'abord publiée en 2021 et ensuite des circulaires sont venus préciser cette doctrine. Mais donc, l'idée de cette doctrine cloud au centre, c'est de poser, comme tu le disais, le cloud comme un choix par défaut pour l'hébergement des produits numériques. 2, c'est recommander le mode produit pour la gestion des projets numériques. Ensuite, donc, cette doctrine précise le fait qu'il faut veiller quand un ministère ou une administration lance un projet numérique à ce que le projet soit réversible et qu'il y ait une forme de portabilité pour qu'on ne soit pas dépendant d'un fournisseur. En ce qui concerne les projets qui traitent des données sensibles, là, on impose le fait d'avoir une solution qui soit SecNum Cloud. Donc là, c'est vraiment une qualification qui est assez compliquée à obtenir, mais qui nous préserve de tout problème de sécurité concernant les données. Voilà à peu près ce que dit la doctrine cloud au centre. Et donc, il y a aussi une petite mention sur la localisation des données. Dans la circulaire, il est stipulé qu'en fait, il faut faire attention à la localisation des données, surtout si c'est en dehors de l'Union européenne. Et qu'il faut essayer de veiller à être sur multi-zones, donc plusieurs zones géographiques en termes d'hébergement. Et donc très récemment, il y a eu un courrier ministre qui a été renvoyé donc, à tous les ministères pour bien insister sur le fait qu'il faut appliquer cette doctrine cloud au centre, que donc quand même la plupart des projets numériques qu'on utilise dans l'État traitent de données sensibles. Donc pour rappeler qu'il faut utiliser justement des hébergements qui soient SecNum Cloud. Et en ce qui concerne tout ce qui est suite bureautique, ce courrier rappelle l'existence de la suite numérique, qui est quand même une solution que nous, on offre au ministère de manière gratuite. Et tous nos outils sont
donc hébergés sur du Secnum Cloud, que ce soit donc sur des clouds vraiment opérés par des ministères. On a un cloud au ministère de l'Intérieur ou aux douanes, ou bien chez Outscale, qui est certifié Secnum Cloud. Donc, il y a un autre aspect de la direction interministérielle du numérique qui est important dans cette souveraineté, c'est qu'en fait, on a un droit de consultation quand des projets dépassent un certain budget. Et notamment, je sais qu'il y a un projet là, en cours de doctrine d'achat numérique qui dit en fait qu'à partir du moment où un ministère ou une administration veut lancer un projet qui dépasse 2 millions d'euros, quand ça concerne un hébergement cloud, il faudra consulter la DINUM et la DINUM pourra donner son veto sur le projet si ça ne respecte pas certaines contraintes. Et réorienter éventuellement vers des solutions internes. Voilà, nous, on a quand même, à la DINUM, on a quand même un devoir de conseil. Après, il faut que ça devienne vraiment un réflexe des ministères d'aller nous consulter pour proposer des choses qui existent déjà ou orienter vers des prestataires qui répondent aux exigences de la doctrine. Donc, ce que tu es en train de dire quand même, c'est que s'il y a cette circulaire, donc j'imagine qui fait suite aux derniers événements géopolitiques, c'est qu'en fait, on a cette volonté et en même temps, c'est pas non plus hyper contraignant finalement. Il y a cette prise de conscience sur tout ce qui est très critique, etc., où manifestement, vous avez vos solutions. Et puis, tu nous parleras de Chap aussi, qui a bien réglé ce problème, mais qu'on a encore un petit peu de travail sur des sujets où on aurait du Microsoft là où il ne faudrait pas, et que c'est un travail en fait continu que vous êtes en train de faire pour sensibiliser sur ces enjeux-là, et que cette transition, elle doit se faire le plus rapidement possible sur ce qui est critique. Et en même temps, tu m'expliquais aussi que tu avais des contraintes avec les contrats sur le long terme. Donc, en attendant, comment on fait en fait pour faire en sorte que le risque ne soit pas trop lourd, en attendant que ces contrats arrivent à terme. Et toi, Céline, donc, c'était quoi la perception que tu avais par rapport à toutes ces initiatives d'État, par rapport à ce qui se fait dans le privé Ouais. Ce que je trouve intéressant sur le sujet de la souveraineté et des clouds, c'est qu'en fait, ces enjeux-là, tout le monde les a sur différentes échelles. Moi, je vois beaucoup d'acteurs dans le privé qui ont peur de la dépendance à un seul fournisseur. Et finalement, là, sur ce sujet, on pourrait penser que l'État est en retard. Voilà, un peu dans le privé, on a un peu cette idée que l'État est en retard. Voilà, donc Julie, c'est bien, t'es là pour nous en parler. Sur ce sujet-là, on dirait que l'État est presque en avance, en tout cas, sur comment est-ce qu'on va stocker nos données sur du Secnum Cloud, etc. Je pense que c'est une question que toutes les entreprises doivent se poser aujourd'hui. Et je trouve que dans les projets là, dont tu parles, Julie, ça pourrait éclairer aussi le secteur du privé. Donc c'est peut-être une idée reçue finalement pas si vraie, en tout cas sur ce sujet-là. Et du coup, donc là, tu vas pouvoir nous parler un petit peu aussi de Chap, ton expérience, si on passe au succès de Chap. Parce qu'en fait, moi, j'avais aussi un peu un a priori, et c'est toi qui m'as expliqué que ça marchait pas tout à fait comme ça, tu vois, dans les entités publiques, tu as une directive, et du coup, comme c'est une directive, tout le monde l'adopte, et du coup, ça va beaucoup plus vite pour transformer que dans le privé. En fait, je me disais, non, c'est pas ça. Et donc, c'est un peu ce que tu évoquais avec le rappel sur la circulaire, sur ces sujets-là. Et tu m'expliquais qu'en fait, non, c'est pas je lance, on crée Chap, donc la messagerie souveraine au sein des entités publiques, on envoie un mail et ça y est, tout le monde l'adopte. En fait, c'est pas ça. Et malgré tout, donc Chap, ça a été un gros succès, donc avec plus de 430 000 utilisateurs actifs mensuels. Donc c'est une vraie réussite. Peut-être que les chiffres ont encore augmenté depuis avec la croissance. Non, pas encore.
peut-être suite à l'épisode. Est-ce que tu peux nous raconter ton expérience avec Chap? Voilà, quels ont été les succès, les défis, les challenges, surtout sur le plan de l'adoption. Voilà, raconte-nous cette aventure folle. Alors déjà, je vais corriger les chiffres parce que effectivement, on trouve plusieurs statistiques qui sont publiques et en fait, on a le nombre de comptes, donc là, qui s'élève plutôt à 450 ou 500 000. Mais nous, on regarde vraiment la métrique d'utilisateurs actifs mensuels. Et là, on est à 300 000. Donc, c'est quand même un peu moins. On fait pareil dans le privé. Hein, tu sais, on a les chiffres officiels et les chiffres officieux. Donc, moi, je préfère regarder cette métrique-là qui montre beaucoup plus l'impact. Parce que, OK, un agent qui s'est créé un compte il y a 6 mois, qu'il a utilisé une fois, je ne le compte pas dans ma cohorte, quoi. Mais donc, Chap, c'est effectivement la messagerie instantanée des agents publics. C'est né en 2019. Il y avait vraiment ce besoin d'instantanéité entre les agents, mais pas de solution qui respectait les exigences de sécurité de l'État. Donc, il y a eu tout un benchmark qui a été fait sur les différentes solutions qui pouvaient exister. Et en fait, ce qui a été retenu, c'est un protocole open source qui s'appelle Matrix, qui était déjà utilisé donc, dans différents pays et qui était utilisé par un acteur français, par Thales, qui développait déjà une messagerie par-dessus ce protocole. Et en fait, l'aspect intéressant de ce protocole, c'est son interopérabilité. Je pense que c'est quelque chose qui a bien séduit. Et bien sûr, le fait qu'il y ait une communauté quand même très robuste derrière ce protocole Matrix, parce que quand on fait un choix d'open source, on ne peut pas se permettre de choisir n'importe quoi. Il faut que ce soit un commun avec une communauté et on sait que ça va perdurer dans le temps. Et donc, en fait... l'aspect interopérable, peut-être que je peux expliquer un peu ce que c'est, parce que je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde, mais l'idée, c'est que si demain, Céline développe sa messagerie sur le protocole Matrix, qui s'appelle Céline, on va dire, et moi, je développe ma messagerie sur le protocole Matrix, que j'appelle Julie, parce qu'on est très égocentrique, on pourra, en fait, chacune, depuis notre application, s'envoyer des messages sans avoir à télécharger la messagerie de l'autre. Donc, c'est comme si WhatsApp et Signal étaient basés sur le protocole Matrix, on pourrait s'envoyer des messages depuis WhatsApp vers Signal et inversement. Donc, ça, c'est hyper intéressant parce que ça permet en fait à différentes entités de développer son client de messagerie adapté à ses besoins et ensuite de communiquer avec d'autres acteurs. Et donc... Chap, c'est une messagerie qui est très sécurisée. Il y a du chiffrement de bout en bout, donc ça veut dire que c'est pas seulement le canal de transmission qui est chiffré, mais aussi les messages eux-mêmes qui sont chiffrés. Et donc au début, ça a été un peu compliqué parce qu'en 2019, quand la messagerie a été mise en production, il y avait quand même pas mal d'erreurs de chiffrement, déchiffrement. Et donc, il y a eu une assez mauvaise réputation pour Chap et on en pâtit encore aujourd'hui, malheureusement, alors que vraiment, la messagerie, maintenant, elle marche super bien. Et après, je dirais que donc, c'est quand même super bien adopté. C'est un outil qui est à la fois utilisé dans les ministères, mais aussi par des métiers plus opérationnels. On va avoir les gendarmes, les pompiers, la police qui l'utilisent. Ça a été hyper utilisé comme outil de gestion de crise aussi pendant les JO. En fait, on avait l'ANSSI qui coordonnait des salons sur notre messagerie avec des entreprises du privé, des administrations. Et en fait, ils dialoguaient sur tous les incidents cyber qui pouvaient se produire pendant les JO. Donc là, aujourd'hui, c'est vraiment un produit numérique qui marche super bien. Mais on est encore loin d'avoir tout le potentiel en fait de l'administration et de la fonction publique d'État. Et je pense qu'il y a effectivement plusieurs freins. En fait, certains agents ne sont pas très sensibilisés aux enjeux de sécurité. Donc, moi, je suis sur WhatsApp et alors, pas de problème, ça marche bien. Il y a aussi, je pense, le fait que certains ministères sont embarqués dans des licences pluriannuelles. En fait, moi, j'ai une licence Teams jusqu'à 2028, donc
j'ai pas d'intérêt à faire changer tout le monde et à passer sur Chap. Même si c'est gratuit. Même si c'est gratuit, parce qu'en fait, j'ai déjà payé. Je suis déjà engagée pour payer. Donc ça, c'est un peu le second frein. Et donc, nous, ce qu'on fait pour essayer de faire adopter notre outil, on essaye de faire comprendre qu'on n'est pas là pour produire un outil qui soit aussi bien que ce qu'un GAFAM pourrait faire. C'est pas l'objectif. Nous, c'est vraiment proposer une alternative qui réponde aux besoins des utilisateurs et vraiment de fournir un accompagnement. Et donc, on ne fait pas du bottom-up ou du top-down, on fait les deux, en fait. Il faut bien sûr aller convaincre les décideurs, les hauts placés dans les administrations, mais il faut quand même aller accompagner l'utilisateur qui, sur le terrain, va l'utiliser au quotidien parce que, on peut envoyer un mail en disant « Allez, il faut utiliser Chap », mais ça n'aura pas d'impact si on n'a pas convaincu les utilisateurs finaux que Chap, c'est bien et que ça leur sera utile au quotidien. Et le dernier point, je pense, qui est important, c'est que, en fait, Chap a de la valeur, c'est un réseau social. Donc, si moi, je m'inscris sur Chap, mais que je n'ai pas mes collègues sur Chap, ça n'a pas d'impact. Donc, plus on ramène de monde sur Chap, et plus on crée de l'intérêt autour de l'outil. Ouais, tu as ces enjeux de masse critique, finalement, comme les géants de la tech. Parce que c'est vrai que en fait, les GAFAM, ils ont investi énormément d'argent dans leur développement produit avec des features qui sont parfois pas essentielles. Donc, peut-être revenir à de la frugalité, finalement, dans nos usages et dire qu'est-ce qui est utile, qu'est-ce qui n'est pas utile, surtout dans des réseaux sociaux, quoi. C'est intéressant et je pense que tu as quand même ce gros enjeu de sensibilisation, mais qui est en train de prendre quand même, enfin on le voit beaucoup sur souveraineté, sur cybersécurité. Là, il y a ce truc, je ne sais pas si vous avez vu passer, donc WhatsApp qui lance ces nouvelles fonctionnalités où ils veulent nous rendre la vie plus facile en résumant les conversations dans les groupes. Donc forcément, ça veut dire qu'en fait, les messages ne sont pas chiffrés alors que tu es censé avoir quand même une solution qui est end-to-end, enfin ce qu'ils annoncent. Donc bon, je pense qu'on va prendre conscience de plus en plus de ces sujets-là. Toi, Céline, tout ça résonne avec des enjeux d'adoption dans le privé, peut-être que tu as pu voir aussi avec des initiatives que toi, tu aurais lancées ou d'autres initiatives. Tu vois, comment tu fais un peu le parallèle avec le privé là-dessus ? Oui, quand j'entends des chiffres, 300 000 utilisateurs, je trouve ça impressionnant. Et d'arriver quand même en relativement peu de temps à convaincre, c'est toujours un défi dans le public, je pense, pareil que dans le privé. Intéressant aussi de voir ces deux approches, du coup, aller convaincre les décideurs, mais aussi les utilisateurs. C'est aussi ce qu'on fait dans l'univers des startups. Et un peu réfléchir aux meilleures stratégies là-dessus. Donc intéressant de voir ce que vous avez fait. Après, c'est sûr qu'entre le privé et le public, entre monter sa start-up et être entrepreneur, il y a une différence au sujet des coûts et des financements, voilà, peut-être un peu différent. Mais en tout cas, la logique de persuader les utilisateurs et de persuader aussi les décideurs, ça reste un point commun, là, je pense. Mais je pense que tu as moins... là où je pensais que c'était plus facile dans le public, tu vois, tu as moins ce truc dans le privé, voilà, tu as tes coûts d'acquisition où tu peux faire... tu as des canaux que tu testes, voilà, parfois c'est les réseaux sociaux, parfois c'est les salons, etc. Où tu maîtrises... En fait, finalement, tu as plus de maîtrise sur tes coûts d'acquisition dans le privé, j'ai l'impression, que dans le public, où c'est un peu plus sinueux avec... des silos, en même temps c'est une entité, tu as des entités transverses et en même temps tu vas pas balancer un budget pub en fait sur Chap pour faire l'acquisition des utilisateurs pour la suite numérique, quoi. Donc finalement c'est quand même aussi un enjeu encore plus complexe, un petit peu atypique. Et toi aussi tu vas pas aller lever des fonds à côté auprès d'investisseurs privés, donc j'imagine que vous renégociez tous les 6 mois, ça marche pas, est-ce qu'on augmente le budget ou pas ? C'est quand même des logiques assez différentes finalement. Donc très intéressant.
de voir que vous avez réussi à faire tout ça, quoi. Petite question, du coup, les canaux d'acquisition qui ont le mieux fonctionné pour Chap, c'était? Ouais, c'est une bonne question. Je dirais que ce qui fonctionne quand même bien, c'est quand on est en bonne relation avec le service com d'une administration qui va être le relais de plein de communications sur Chap. Mais franchement, les JO, ça a été le meilleur canal d'acquisition pour Chap parce qu'en fait, on a créé plein de cas d'usage. Et une fois que les utilisateurs ont testé Chap, ils se disent « Ah ouais, ça marche bien », ça devient le truc habituel. Et donc, on n'a pas du tout perdu d'utilisateurs. On s'est dit « Ah, on va avoir un pic au JO et on va les reperdre ». Et en fait, non. On a eu un pic et on est resté en haut. Ah, ça veut dire que le produit est bon. Il n'y a pas de churn. Ça veut dire que le produit est suffisamment bon pour qu'au final, les gens restent. C'est bien. Mais ça. après, on pourrait avoir un canal d'acquisition plus simple, entre guillemets. C'est vrai qu'on pourrait avoir un courrier, une doctrine d'un ministère ou d'une administration qui dit l'outil obligatoire, c'est Chap. Ça pourrait arriver, mais ça n'arrive pas. Parce qu'on a l'indépendance de chaque direction du numérique, de chaque ministère et chaque administration. Donc, mais ça pourrait être un canal d'acquisition. Mais moi, je ne suis pas pour imposer un outil. Il faut vraiment que ça vienne des deux côtés, quoi. Hyper intéressant. Alors maintenant, si on aborde plus la partie de l'open source comme stratégie de souveraineté, donc, comme on disait, donc, la suite numérique, c'est de l'open source. Et les initiatives sont sur l'open source, là où on a un peu cette logique historique dans le privé de dire l'open source, on crée de la valeur pour les autres. Au final, vous, ça fait partie finalement de votre mission. Ce que tu disais, c'est vous, ce que vous faites, la volonté, c'est aussi de créer et de contribuer à l'émergence de communs digitaux au niveau national et aussi européen. Donc ça, je trouve ça hyper intéressant parce que finalement, vous êtes dans une logique de capitalisation. Vous faites des développements, vous avez fait vos cas d'usage et derrière, n'importe qui peut s'en emparer, refaire les choses à leur sauce, déployer Docs pour soi-même, pour son organisation. Donc, c'est hyper intéressant. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus pourquoi avoir fait ce choix au sein de l'État et quels étaient un peu les avantages en fait qui vous ont vraiment convaincu dans l'adoption finalement du all open source, quoi. Ouais. Déjà, je vais juste recentrer un peu l'open source sur la suite numérique et ensuite je parlerai de la stratégie plus globale au niveau de l'État. Mais donc, la suite numérique, tout ce qu'on fait, c'est open source, effectivement. Et on réinvente pas la roue, on recrée pas des outils from scratch avec nos équipes. Ce qu'on fait, c'est qu'on regarde ce qu'il y a sur le marché de l'open source, ce qui existe. Et ensuite, on choisit ce qui nous semble prometteur en termes de technologies sous-jacentes ou d'outils open source sous-jacents sur lesquels on peut rajouter des développements pour les adapter aux besoins des agents publics. Et donc, nous, on est hyper preneurs d'avoir des relations et des personnes qui reprennent, en fait, des entreprises, que ce soit du privé ou des associations, qui reprennent ce qu'on fait au niveau de la suite. Tout est open source et qui puissent ensuite, ces acteurs puissent commercialiser la suite numérique pour d'autres clients avec des besoins peut-être un peu différents. Parce que nous, on ne s'inscrit pas du tout sur un marché privé ou le marché des collectivités. Notre mission, c'est fournir une suite numérique aux agents publics de la fonction publique de l'État. Et ensuite, en fait, il y a quand même des besoins auprès de plein d'acteurs. Et ça, nous, on s'en occupe pas, entre guillemets, parce que ça fait pas partie de notre mission. Donc voilà, c'est un peu la mission secondaire de la suite numérique qui est de faire émerger des communs numériques. Et donc, il y a plein d'avantages à l'open source dans l'État, dans l'administration. Mais je pense qu'il faut que ça devienne quelque chose qui soit généralisé même dans le privé. Déjà, nous, ça nous permet d'éviter les doublons. De se dire, en fait, argent public, code public. Et si demain, un ministère
veut développer quelque chose et a un besoin, peut-être qu'il y a déjà des choses qui existent et c'est en open source et il peut y avoir accès. Il y a ce premier avantage-là. Il y a un second avantage qui est la transparence, en fait, auprès des citoyens. Voilà ce que vous utilisez, voilà comment ça marche. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a le fait de pouvoir embarquer des contributeurs et donc, en fait, d'avoir effectivement des gens qui vont aimer vos produits et contribuer, développer des fonctionnalités et donc vraiment d'avoir une communauté. Et ce qui permet aussi de se dire qu'on n'est pas dépendant d'un seul acteur parce qu'on peut avoir d'autres acteurs qui montent en compétence sur la brique open source puisque tout est accessible, tout est redéployable, utilisable. Donc ça permet de ne pas s'enfermer avec un unique fournisseur ou un unique acteur. Ensuite, il y a un aspect coût. Donc, c'est pas vrai de dire qu'un produit open source, c'est moins cher. C'est pas moins cher. C'est vrai que ça permet de contrôler les coûts si on se dit, on ne s'enferme pas avec un unique prestataire. Plusieurs acteurs peuvent entrer dans la danse et donc et contribuer. Mais il y a cet aspect que, en fait, un outil open source, il est testable pour un coût quasi nul. Ça, c'est quand même intéressant de pouvoir le tester gratuitement avant de se lancer sur un projet à grande échelle. Donc, je pense que là, c'est peut-être l'aspect où, effectivement, ça fait faire des économies. Mais bon, en général, même sur des produits d'entreprises privées, on va avoir des free trials, etc. Donc, bon, voilà, c'est pas forcément la raison qui fait qu'on choisit l'open source. Et puis, je pense que le dernier point, c'est que le fait que nos outils soient open source, ça favorise l'interopérabilité et que si un acteur développe quelque chose, il pourra se rendre interopérable avec nos briques parce qu'il a accès à tout notre code. Ouais, parce que sur ce sujet, sur les coûts, tu vois, moi j'avais lu, tu avais eu ce cas précis de la gendarmerie nationale qui a fait cette migration audacieuse et réussie de Microsoft vers du Linux, en fait, que ça leur avait permis d'économiser sur les licences. Mais finalement, ce que tu dis, c'est que derrière, tu as aussi des coûts, tu vas avoir les coûts de développement spécifiques, les coûts de maintenance, etc. Mais par contre, ça te permet quand même d'avoir plus de maîtrise sur les coûts des licences, finalement, où c'est toi qui vas décider, on arbitre, on va faire tel développement, on va maintenir telle fonctionnalité, versus demain, avec les tarifs, si Microsoft nous dit, on va mettre plus 50% sur toutes les licences, tant pis, si t'es pas content, c'est pareil. Et c'est hyper intéressant aussi de se dire que finalement, tout ce travail où on a encore l'impression que l'open source, c'est le monde de la gratuité et que historiquement, on a des cas où effectivement la valeur a fini par nous échapper, donc où les Américains ont pris ce qui avait été construit, ils ont fini par le commercialiser. La différence, c'est qu'aujourd'hui, si on va tous dans cette direction de l'open source, qu'on innove tous très très vite et qu'on capitalise en fait sur le travail les uns des autres, finalement, on va réussir à innover suffisamment vite pour en fait garder la valeur chez nous, quoi. Et c'est hyper intéressant d'avoir cette stratégie-là. Toi, Céline, tu peux nous parler de la perception encore qu'on a. Moi, j'en parle beaucoup avec des investisseurs en ce moment, toujours de l'open source, qui sont des modèles en fait pas si bien connus. On a aussi pas mal d'a priori sur les niveaux de fonctionnalité, sur les expériences utilisateurs. Enfin voilà. Toi, de ton expérience, quelle est la perception dans le privé de l'open source et qu'est-ce qui devrait changer Oui, alors l'open source, je pense que l'idée reçue qui fait un peu peur aux investisseurs traditionnels, on va dire, de se dire il n'y a pas de propriété intellectuelle dans le code développé, etc. Je pense que cette vision des choses, elle est vraiment amenée à changer puisque on peut, et à mon sens, c'est vraiment aux entrepreneurs et à la stratégie de chaque entreprise de décider quelles sont les parties intéressantes à laisser en open source et quelles sont les parties à vraiment rendre privées pour garder leur stratégie intacte.
On voit aujourd'hui Microsoft qui lance NLWeb, donc une librairie donc open source qui permet de faire le lien entre les interfaces web et les réseaux de neurones. Et effectivement, ils font cette stratégie de lancer en open source. Donc, en fait, l'open source, maintenant, c'est vraiment quelque chose qui peut être lancé par tout type d'acteurs sur différents sujets. Mais en tant qu'entreprise dans la tech, on est obligé de démarrer de l'open source, en fait. Maintenant, quand on veut lancer un software, on part de l'existant, hein, et en fait, on va faire des tests, comme Julie disait, presque gratuitement certaines fois, sur des technologies très avancées et qui sont open source. Maintenant, en fait, la propriété intellectuelle, elle est aussi amenée à changer parce que finalement, c'est pas seulement le code ou seulement les modèles d'intelligence artificielle, mais c'est aussi la donnée. Et en fait, c'est le croisement de beaucoup de choses. La donnée, les utilisateurs. Et finalement, c'est ça qui va créer la valeur de l'entreprise. Et c'est pour ça, à mon sens, que les business models sont amenés à changer pour la vision des choses sur l'open source, pour ces prochaines évolutions. Hyper intéressant. Ouais, moi, j'ai vraiment cette conviction que... on en reparlera plus tard, mais avec l'IA, en fait, c'est la stratégie vraiment qu'il faut qu'on adopte et il faut qu'on s'inspire vraiment de cette mission tu vois, du service public de créer des communs digitaux et de les préserver aussi. Enfin, ça fait vraiment partie des enjeux qu'on a aujourd'hui et de dire, en fait, voilà, ça, c'est nos valeurs. Nos valeurs, c'est... on a de la donnée, on a un cyberespace qu'il faut protéger, qu'il faut alimenter, qu'il faut partager et qu'il faut cultiver à notre image et à nos valeurs, quoi. Et donc, c'est hyper intéressant de voir que ça fait partie vraiment des missions principales de la DINUM et de votre prisme de lecture. Là, si on parle maintenant de la collaboration avec les autres États européens, est-ce que tu peux nous parler en particulier de la collaboration franco-allemande qui est assez forte en fait sur ces projets-là, notamment avec la suite numérique. Donc, la France et l'Allemagne ont signé une déclaration d'intention commune pour renforcer la souveraineté numérique. Est-ce que tu peux nous parler de la façon dont s'est construite cette collaboration avec la ZEN10, si je le dis bien, donc le Centre allemand pour la souveraineté numérique, et nous dire quelles sont les initiatives aujourd'hui avec nos amis allemands. Ouais. Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est rendu compte l'année dernière qu'on avait, la France et l'Allemagne, la même stratégie de réarmement numérique. Et on s'est dit, et si on lançait une petite expérimentation qu'on a appelée le 100 Days Challenge. Et on s'est dit, OK, on va choisir 3 sujets sur lesquels on va travailler pendant 100 jours. Et on va essayer de produire quelque chose à la fin de ces 100 jours. C'était très axé suite bureautique parce qu'en fait, l'Allemagne avait cet objectif pareil de lancer une suite bureautique, open source, souveraine, sécurisée. Et donc, nous aussi, avec la suite numérique. Et donc, on a sélectionné 3 sujets. Donc, le premier sujet, c'était on va interconnecter nos SSO. Le deuxième, c'était on va mettre la transcription dans... notre outil de visio où en fait on bossait sur une technologie qui était la même. Et le troisième, c'était en fait on a créé Docs. C'était créer un éditeur collaboratif. Et en fait de ces 100 jours est né Docs, qui est donc cet éditeur collaboratif qu'on peut parfois comparer à Notion. Et donc ça a été vraiment notre plus belle réussite entre guillemets de cette collaboration avec l'Allemagne. Et aujourd'hui on continue à travailler avec eux. Donc il y a un deuxième 100 Days Challenge qui est en train d'être discuté. Donc peut-être qu'on va relancer le concept, mais on continue en tout cas à bosser sur Docs puisqu'en fait c'est un outil qui est aujourd'hui utilisé par la France et par l'Allemagne, donc qui a intégré leur suite et nous qui a intégré notre suite. Nous, on a une équipe côté France qui est plutôt product, design, développeur. Et en fait, l'Allemagne, elle finance les briques open source sur lesquelles repose le produit. Donc, il y a YJS et Blocknote.
Et il s'occupe aussi de tout ce qui est développement pour rendre le produit le plus générique possible, qui puisse être réutilisé par n'importe qui. Donc voilà, c'est à peu près l'étendue de notre collaboration sur Docs. Et ensuite, le point hyper important, c'est qu'on travaille avec l'Allemagne et on a réussi à intégrer aujourd'hui les Pays-Bas, qui a une suite moins avancée, mais qui veut qui veut monter dans notre wagon. On est en train d'essayer de créer un EDIC. Donc, c'est une structure juridique au niveau européen qui aurait 2 missions principales. La première, c'est d'accompagner les différents pays qui feraient partie de cet EDIC dans la réponse d'appel à projet au niveau européen. Et la deuxième, ce serait de financer la maintenance de communs numériques. Et donc, en fait, cette structure, elle aurait à la fois des fonds des pays qui en font partie et de la Commission européenne. Donc, ce serait l'aboutissement un peu de nos 100 Days Challenge, où en fait, on a fait une expérimentation, on a vu que ça marchait bien de bosser ensemble parce qu'on a les mêmes objectifs. Et donc, ça permettrait d'avoir une structure qui crante ce concept. Voilà. Super. Je savais pas que Docs, ça venait du coup de cette initiative-là. On l'a testé pour la préparation préparer du le podcast. Et du coup, je pensais que c'était un outil français, mais du coup, trop intéressant de voir qu'on collabore avec d'autres pays de l'Union européenne. Et surtout, la démarche, la logique, c'est de collaborer de plus en plus avec d'autres États, finalement. Ouais, c'est ça. Là, on est en train, dans la création de l'EDIC, il fallait qu'on soit au moins 3, et on est en discussion avec vraiment énormément de pays pour qu'ils nous rejoignent dans la construction de ce projet. Et ce qu'on fait à très court terme, dont je n'ai pas encore parlé, c'est qu'on organise un hackathon les 2, 3, 4 juin, où là, on fait venir, pour l'instant, je crois qu'il y a une quinzaine de pays qui viennent pour justement, pendant 3 jours, développer des fonctionnalités sur notre suite collaborative. Donc des fonctionnalités en open source qui pourront servir à tout le monde, qui intéressent tout le monde. Ouais. Voilà. Hyper intéressant. On aurait dû s'inscrire. Hackathon. Hyper intéressant. Et donc, toi, Céline, sur les enjeux et sur la maturité des organisations françaises et européennes sur ces sujets-là, est-ce que tu as l'impression que les entreprises sont prêtes à investir pour retrouver une forme d'autonomie, ou est-ce que tu as l'impression que c'est encore un sujet naissant sur lequel il y a besoin de faire plus de sensibilisation? C'est quoi ta vision des choses là-dessus? Très intéressant de voir la collaboration à l'échelle européenne franco-allemande. Je pense qu'aujourd'hui, en tant qu'entreprise française, il faut s'inscrire aussi dans des partenariats à l'échelle européenne. Mais au-delà de ça, je pense que dans la stratégie des projets d'IA, et notamment ce que j'observe, en fait, on ne prend pas assez souvent en compte, mais de plus en plus quand même, les questions de dépendance, les questions de souveraineté, d'open source. Et souvent, on fonce en fait sur des choix économiques qui sont certes importants, mais je pense qu'il faut effectivement se poser les bonnes questions en amont des projets. Et c'est aussi pour ça que on veut les aider sur justement les questions de quelles sont les alternatives. On n'est pas forcément obligé d'aller dans un modèle traditionnellement choisi. Voilà. Après, bien sûr, il y a les contraintes économiques. Par exemple, en tant que start-up, on a des crédits cloud AWS gratuitement jusqu'à 100 000 euros. Bon, c'est sûr que c'est dur de dire non. Ouais. Mais au moins faire ses choix en ayant un peu conscience de la dépendance que ça peut induire, et peut-être se dire, OK, moi, économiquement, ça fait sens pour moi en tant que business, mais je souhaite quand même maintenir un petit degré ou un degré d'indépendance en ayant des solutions alternatives et en me gardant toujours la possibilité d'avoir différents concurrents peut-être en tant que fournisseur. Ouais, c'est ça, peut-être faire du multi-cloud ou penser réversibilité des données quand tu crées ta solution. Donc même si tu démarres avec AWS, tu réfléchis peut-être ton produit en disant, bon, une fois que j'arrive au bout de mes crédits, je pourrais peut-être prendre l'option de migrer plus facilement, c'est ça? Voilà, dans ce cas-là, être sur du multi-cloud.
mais ça peut être aussi pour d'autres solutions, d'autres types de cas d'usage. Parce qu'en fait, peut-être... C'est vrai que c'est dur de lutter en fait contre ces crédits des GAFAM. Enfin voilà, tu commences, t'as pas les moyens, mais je pense que c'est pas. En fait, faut pas vraiment voir ça comme une lutte. Je pense que c'est plus se dire, on est dans un monde, on est dans un existant comme ça. On a des super technologies à utiliser d'AWS. Comment est-ce qu'on fait pour rebalancer tout ça dans le privé et se dire, en fait, on est dans un existant. Maintenant, on peut quand même s'assurer une certaine indépendance. Donc, comment on fait? Et on peut aussi bénéficier de super technos qui sont disponibles dans le cloud AWS. On en profite aussi. Ouais. C'est un peu plutôt comment collaborer dans ce monde avec différents pôles internationalement. Ouais. Non, on essaie de composer. Et après, tu as aussi quand même des initiatives européennes qui permettent, qui vont dans le sens de comment on fait pour aussi apporter nos propres solutions. Il y a la AI Factory avec aussi la mise à disposition de compute finalement pour les projets naissants. Donc ça permet un petit peu d'équilibrer la donne. Et donc, sur les enjeux d'IA, justement, et de souveraineté, Julie, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de comment vous l'avez intégré dans la suite numérique aujourd'hui, où vous en êtes dans ces démarches Ouais. Alors, bon, disclaimer, moi je suis pas la spécialiste de l'IA à la DINUM, donc je vais essayer de pas raconter de bêtises. Mais donc à la fin 2024, il y a un incubateur qui est né, qui s'appelle Alliance, à la direction interministérielle du numérique, et qui a vraiment pour but de porter cette stratégie d'IA au sein de l'administration. L'idée stratégique, c'est construire des communs numériques qui pourront être réutilisables par les différentes administrations avec un commun sur un socle technique, c'est Albert API, avec un cadre réglementaire juridique et avec un set de données en fait utilisables pour entraîner les modèles. Et il y a plusieurs travaux en cours dont la constitution d'une cellule interministérielle qui pourra être appelée par les différentes administrations quand elles veulent lancer un projet qui contient de l'IA. Il y a aussi en dernière initiative qui est portée par la DINUM au sujet de l'IA, cette idée de construire une grille d'évaluation pour les projets qui intègrent de l'IA, pour avoir vraiment différents pans de qualité du produit. Okay. Et donc, nous, au sein de la suite numérique, on ne peut pas rater le coche. Il faut qu'aussi on intègre de l'IA dans nos produits, et c'est déjà le cas. On a notamment dans notre outil de visio, on a la transcription qui est faite avec de l'IA. Et dans Docs, on a beaucoup d'IA, on a pas mal de fonctionnalités qui permettent de reformuler, traduire, mettre en page, qui font gagner un temps fou aux agents. Ok, hyper intéressant. C'est bon à savoir que, en tout cas, on essaie on est sur le coup, parce qu'on sait que l'IA s'immisce en fait dans tous les outils bureautiques. C'est certain que ces enjeux de souveraineté vont arriver très très vite, parce que le temps d'avoir des alternatives, il faut se poser ces questions-là, quoi. Et donc, ta vision, si tu pouvais faire un bond dans 5 ans, à quoi ressemblerait l'écosystème numérique européen idéal, et quelles seraient les étapes cruciales pour y parvenir? Ouais. Pour moi, dans l'écosystème numérique idéal, sur la partie publique, entre guillemets, ce serait que cette édique qu'on est en train de construire existe encore dans 5 ans et ait des fonds adéquats qui soient vraiment dédiés au numérique pour construire des communs. Et après, ce que j'aimerais beaucoup, c'est que toutes les entreprises privées soient aussi migrées sur des solutions qui soient open source et souveraines. Après, ça va pas se faire du jour au lendemain. On est conscient que le changement, que ce soit au sein de l'administration et dans les entreprises, qu'elles soient petites ou grandes, ça prend du temps. Donc je pense que vraiment, il y a tout un travail de sensibilisation à faire auprès de tous sur l'importance de la souveraineté. Mais malheureusement, le contexte géopolitique est un peu compliqué.
c'est une condition qui favorise cette prise de conscience. C'est dommage qu'on soit obligé d'en arriver à voilà, avoir le couteau sous la gorge pour que tout le monde comprenne bien ce qui se passe, mais c'est un peu le cas. Donc ouais, je pense que vraiment des fonds européens dédiés à l'open source et la souveraineté, c'est l'étape indispensable pour qu'on arrive à faire quelque chose d'ici 5 ans. Et puis oui, l'accompagnement des utilisateurs et la sensibilisation au fait que l'open source, c'est des outils souverains, c'est pas forcément plus moche, plus nul que ce qui existe déjà, qui est proposé par les GAFAM. Exact. Et toi, Céline, donc ta vision pour 2030 du monde idéal Ouais. Ce que je pense, en fait, c'est qu'il faut vraiment penser européen et y croire au niveau des développements dans les technologies, dans les applications d'IA et dans les outils qu'on utilise. Et effectivement, les GAFAM ont beaucoup de force sur la sensibilisation, l'utilisation de leur technologie, en fait. Mais nous aussi, en fait, il faut justement qu'on éclaire le débat public et qu'on partage sur ces outils. On observe de plus en plus de dépendance, mais se dire que oui, effectivement, aujourd'hui, on utilise beaucoup les solutions développées par les GAFAM, mais que ça n'empêche qu'on peut lancer de nouvelles solutions et se positionner sur un marché tech en tant que Français, en tant qu'Européen et en tant qu'entreprise privée, mais aussi entreprise, enfin pas vraiment entreprise, mais aussi dans le public. Voilà. Donc moi, en tant qu'entrepreneur, je continue à lancer mes projets en tant qu'Européenne et me dire que c'est possible de proposer des offres alternatives ou bien des offres qui vont utiliser des solutions open source pour proposer des nouveaux cas d'usage en utilisant les dernières technologies pour différents secteurs. Ouais, c'est d'ailleurs en fait le sujet sur lequel on travaille pas mal en ce moment. On va se dire maintenant, si vous voulez vous mettre dans l'IA, de la data et revoir vos process, c'est le moment de le faire et de le faire souverain by design et éthique by design. Et c'est comme ça en fait qu'on arrive à devenir plus compétitif en fait en tant qu'Européens et à repenser nos process différemment, quoi. Donc c'était hyper intéressant. Merci infiniment Julie et Céline pour cet échange si riche. Je pense que c'est hyper rare en fait, je trouve, d'avoir ces insights de ce qui se passe dans le public, parce que pour moi c'est un monde un peu à part et qui a des similitudes avec le privé et en même temps ses propres spécificités. Donc en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a les mêmes challenges et les mêmes objectifs sur le long terme. Et d'avoir vraiment ce parallèle public-privé, c'était un échange particulièrement unique. Donc, je vous remercie. Donc, merci d'avoir écouté cet épisode d'IA Ethics Insider. J'espère qu'il vous a donné les clés pour penser autrement l'intelligence artificielle et le numérique, ainsi que ses impacts réels sur notre société. Si cet échange vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée, à laisser 5 étoiles ou un commentaire et à partager autour de vous sur LinkedIn. À très bientôt pour un nouvel épisode et d'ici là, restez curieux, critiques et engagés.